on commence au Liban, puis ensuite elle va être emportée par la révolution égyptienne, qui est un des théâtres de ce roman. Et ça raconte le besoin de partir, qui peut cacher une fuite en avant, mais qui parfois est nécessaire pour se rencontrer. Donc ça lie en fait les grands événements du monde, des révolutions, parfois des guerres, et ce qu'ils nous permettent aussi de comprendre de nous-mêmes et comment finalement la construction de soi, elle passe aussi parfois par des errances, par des détours, par des chemins de traverse, par des voyages, par des belles rencontres aussi, et que la fuite finalement peut être quelque chose qui nous rapproche de nous-mêmes. Et peut-être avant de commencer à lire les passages, je vais lire aussi une phrase de Deleuze qui m'a beaucoup touchée et qui dit mieux que je ne pourrais le dire ce que j'essaie de raconter avec ce roman. Fuir, c'est tracer une ligne, des lignes, toute une cartographie. On ne découvre des mondes que par une longue fuite brisée. Gilles Deleuze dans Les Dialogues. Et donc je vais commencer ce roman par cette lecture par un premier passage. Petite fille, Alice avait compris que des sourires inattendus pouvaient naître de questions bien posées. Quand son père, Rabia, revenait du travail le soir, elle le faisait parler. Une fois, il lui avait même répondu, amusé. C'est un interrogatoire ? Puis c'était devenu une habitude. Quand ses parents l'emmenaient au zoo, elle s'amusait à décrire les animaux un par un, comme si elle passait à la télé. Sa mère énumérait des métiers qui lui paraissaient plus nobles, plus stables, moins précaires. Elle parlait de la fille de la voisine qui étudiait la médecine et de la cousine qui avait choisi l'économie. Mais Alice était certaine de vouloir devenir journaliste, car lorsqu'elle jouait à l'être, son père riait enfin, d'un rire étouffé et mélancolique. Rabia avait quitté l'Algérie en 1973 où il était éditeur. En France, il ne trouva pas de travail dans ce domaine. Alice avait peu d'images de son enfance. Elle gardait pourtant un souvenir très net du visage de Rabia quand il revenait du marché aux puces, chargé de livres anciens. Il lui avait appris à sentir la qualité du cuir au toucher, à lire la date de parution, à repérer les tirages limités. En voyant Rabia ranger ses livres, Lydia, sa mère, se lamentait. Il n'était toujours pas éditeur, il gagnait mal sa vie, il avait oublié de rapporter du pain. Mais des livres, ça, il en avait. Des dizaines et des dizaines qui, mis bout à bout, se comptaient par centaines. Il avait conçu un code pour les classer dans la bibliothèque de leur appartement. À chaque achat, il mettait à jour son registre en cuir aux colonnes tracées à la règle. Nom de l'auteur, titre, maison d'édition, date de parution. Sa bibliothèque était son seul trésor. Parfois, il disait qu'il voulait être enterré avec. Et il chuchotait à Alice, comme les pharaons, dans leur tombeau. Rabia est mort quand Alice avait 15 ans. Lydia avait travaillé dans une cantine, puis comme secrétaire. Il vivait dans un appartement en banlieue parisienne qu'elle gardait par honneur, malgré le loyer trop cher. Lydia s'était appliquée à tout oublier, à tout enfouir sous les meubles, avec la poussière. Et le silence peupla leur vie. Le passé est mort, l'ifat mat. Alice devait rester tendue vers le futur, prête pour des jours meilleurs. À cette époque, elle se mit à lire avec acharnement, piochant des livres dans la bibliothèque de son père. Elle dévora tous ceux qui étaient écrits en français, se jurant qu'elle apprendrait l'arabe pour pouvoir lire les autres. C'est à ce moment-là qu'Alice fait la découverte d'Isabelle Eberhardt, une voyageuse qui avait sillonné l'Algérie seule à 20 ans avant de s'y installer. Depuis, elle relisait régulièrement ses reportages dans Lettres et Journaliers. Elle avait gardé en mémoire l'éclat du désert et les récits d'une femme vibrante. Comme Isabelle, Alice sentait l'appel du départ. Rabia lui avait promis qu'un jour, ils iraient ensemble en Algérie. Ces 6 mois à Beyrouth ont un goût d'olive, de citron et de sauce pimentée. Alice travaille pour un journal local et se porte volontaire pour des reportages de terrain.
Les semaines sont intenses. Elle prépare ses rencontres le soir, se documente chaque jour sur des sujets différents, perfectionne sa maîtrise du dialecte libanais au fil des entretiens. Et chaque samedi, avant de sortir, c'est le même rituel. Alice commence par téléphoner à sa mère. « Ça va, il fait beau, je mange bien, le travail est intéressant. » Alice prononce toujours les mêmes phrases laconiques pour la rassurer. Puis elle bondit en direction de Gemaizeh pour retrouver son ambiance de fête. Hussein, le barman qu'elle a rencontré le soir de son arrivée, l'y attend comme tous les samedis. Il s'étreigne et elle sent son odeur, son corps chaleureux, le contact piquant de sa barbe. Hussein retient le corps mince d'Alice entre ses bras pendant de longues secondes. Il trinque en riant et elle enfonce ses coudes pointus dans le comptoir éraflé pour lui raconter la rédaction, la politique, les interviews. Elle enfile les phrases et Hussein la regarde parler, ne se doutant pas qu'il est le seul à qui elle se confie et que le reste du temps, elle lit, écrit, travaille. Les semaines passent et elle revient régulièrement avec sa robe noire, sa frange et ses longs cheveux qui ondulent. Lorsqu'elle parle de son métier, Alice est exaltée. L'émotion perle dans sa voix et ses pupilles brillent, faisant rougir les joues de Hussein. Dès qu'Alice le remarque, elle reprend sa voix de gorge, plus sèche, plus étroite, moins ronde, la voix qu'elle emprunte pour relater les faits. Petit à petit, le rituel s'étoffe. Hussein lui réserve la chaise à droite du bar et ses yeux surveillent la grande porte à partir de 20h. Les autres barmen essuient les tables en se moquant de son regard absent. Hussein l'a calculé. C'est entre 20h05 et 20h17 qu'Alice arrive chaque fois. Elle l'enlace pour sentir son odeur musquée et lui a l'impression de se liquéfier entre ses bras. Alice reste secrète sur sa vie, mais elle raconte à Hussein de plus en plus de choses sur son travail, ses périples, ses analyses. Elle relate l'aventure de Nissa, l'une des premières radios féminines de Palestine, écrite sur une fusillade anti-copte en Égypte, et assiste à la venue de John Kerry à Beyrouth en mars 2010. Elle prépare ses entretiens pendant des heures, lit les tweets, fouille Google jusqu'aux dernières pages. Beyrouth est un tremplin, une plaque tournante pour les actualités de la région, déclare Alice. Hussein acquiesce en buvant sa bière. Au fil des semaines, Alice sillonne le Liban et se rend en Palestine. Elle maigrit. Hussein n'ose pas lui dire qu'il a peur qu'elle s'éloigne. Il a peur qu'elle ne vienne plus entre 20h05 et 20h17 chaque samedi. Mais il ne dit rien. Car il sait que le temps avec elle a le goût piquant d'un shot de doudou. Et puis un jour, elle se livre sur son intimité et Hussein écoute attentivement. Lydia, sa mère, l'appelle chaque semaine depuis Paris et lui demande toujours ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a fait l'après-midi, si elle a des amis, un amoureux. Alice répond évasivement comme chaque fois. Et elle ajoute, plus bas, qu'en réalité elle s'en fiche éperdument de ce qu'il faut manger, de ce qu'il faut dire, des amis qu'il faut garder, des amours qu'il faut aimer. Ce qu'elle veut vraiment couvrir un jour, c'est la guerre. Le Caire, décembre 2011. 17h59. Le café à Nadwa est désert. Alice fait irruption dans la pièce en s'excusant pour son retard. Bassem est avec Mona, une militante et blogueuse. Elle semble si jeune avec ses lunettes de bonne élève, ses cheveux indisciplinés et son jogging noir. Bassem mène la conversation. Il a la vigueur et la mine pâle des nuits sans fin. Alice se surprend à détailler la forme de ses lèvres sous une broussaille de poils noirs. Elles sont fines et régulières. Mona a l'air préoccupée. Depuis 3 semaines, ils occupent les trottoirs en face du Parlement avec le collectif Occupy Cabinet. Le 25 novembre 2011, Kamal El-Ganzouri, chef du gouvernement sous Moubarak, est nommé Premier ministre. L'armée l'a chargé de constituer un nouveau gouvernement. El-Ganzouri est de la même famille politique que Moubarak, on se moque vraiment de nous. Lance Mona, excédée. Depuis novembre, le pouvoir muselle les protestations. Les militaires ont construit un mur avec des blocs de béton dans la rue Mohamed Mahmoud et les voitures ont regagné la place Tahrir. Leur sit-in en face du Parlement résiste, mais la répression s'est intensifiée.
Hier soir, un ultra a été torturé par les autorités. Il est midi. Le téléphone de Mona sonne et elle décroche immédiatement. Des affrontements violents ont éclaté. Elle va devoir partir plus tôt que prévu. Alice saisit son carnet et un magnétophone. Bassem porte son appareil photo autour du cou. Ils rejoignent Talaat Harb en 2 minutes, puis traversent Tahrir en direction de Qasr al-Aini, la rue parallèle au Nil et adjacente à la Grande Place. L'atmosphère est tendue. La foule afflue vers cette large voie, ceinte d'arbres. Mona dégaine son portable. Elle le braque sur la position des Baltaguillas, les casseurs recrutés par le régime qui, 30 mètres au-dessus d'eux, jettent des projectiles depuis le Parlement. De son regard, Mona fusille ce grand bâtiment surmonté d'un large dôme qu'elle observe tous les jours depuis qu'elle campe dans la rue. Près d'elle, un gamin lance des pierres de fortune. Il s'époumonne. « Descendez si vous êtes des hommes !» 2 heures plus tard, les projectiles grossissent et l'agitation gagne la foule. Le poste médical est débordé. Mona est en première ligne. Les militants se comptent à présent par milliers. Les voix s'élèvent, couvrant le bruit des sirènes. Alice mémorise les slogans. Le peuple veut la chute du maréchal. L'armée et la police, les mains sales. Les mêmes mots sont crachés en boucle, les cordes vocales à vif. Très vite, la rue est saturée. Et Alice et Bassem perdent Mona de vue. La police militaire, bande rouge sur les biceps, se faufile entre les rangs. Bassem prévient Alice qu'il va rejoindre Mona. « Il faut que tu rentres, ça va péter. » Alice a à peine le temps de réagir que la manifestation tourne à l'émeute. Pavé des Baltaguillas contre cocktail Molotov. Il est 5 heures. Bassem a disparu. La vraie bataille a commencé. La fumée blanche des bombes lacrymogènes forme un épais nuage. Des explosions plus fortes éclatent. Les cocktails Molotov s'écrasent avec un bruit de verre. Les émeutiers tentent de mettre feu au Parlement. Des jets d'eau jaillissent du bâtiment. La situation est dangereuse. Alice doit partir, mais elle joue les prolongations. Elle veut raconter ce qu'elle voit le plus fidèlement possible. Soudain, ses yeux brûlent. Sa vision se trouble. Elle se frotte compulsivement la peau. Elle fouille en vain dans son sac à bandoulière. C'est Bassem qui a les foulards imbibés de citron. Près d'elle, un manifestant lui fait signe de s'approcher du feu qu'il a allumé pour dissiper l'effet des gaz. Les larmes continuent à couler sur son visage et ses yeux la démangent. Alice n'a plus le choix, il faut partir. À la tombée de la nuit, elle rejoint son appartement, le visage tuméfié. Lorsqu'elle transmet son papier dans la soirée, elle est encore sonnée. La bataille a fait une 10aine de morts et 300 blessés. Alice peine à réaliser qu'elle y était, que des gens sont morts si près d'elle. Elle se sent coupable. Elle reçoit un message de Bassem, il est rentré, il va bien. Quelques minutes plus tard, la rédaction la contacte pour valider la publication. Elle acquiesce, flottante. Cette Mona de l'article, justement, elle vient d'une famille révolutionnaire, son parcours est intéressant. Elle aimerait lui consacrer d'autres articles. Le rédacteur en chef répond évasivement. Oui, c'est intéressant, ils en reparleront. Peut-elle lui envoyer quelque chose d'ici la semaine prochaine ? Il est trop tard, Alice, répond-il. Ils s'écriront demain. Il est 3 heures quand elle s'écroule enfin sur le lit de sa chambre de Garden City. Les explosions continuent de faire bourdonner ses oreilles. Puis un dernier petit passage qui se situe à la fin, mais qui ne dévoile rien. Les visages défilent, ces visages de Hurriya, ces visages de la liberté. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux, qu'est-ce qu'ils étaient vivants. Quand il y repense, Bassem est fier. Comme disait son père, dans la vie, on ne voit fleurir qu'une infime partie des graines que l'on sème. Certaines graines restent désespérément ensevelies, avant de pourrir à jamais. C'était ça ce qu'ils avaient fait avec cette révolution. Semer des graines, attendre, s'indigner, se désunir. Il cracherait sur tous ceux qui oseraient parler d'échec. Il avait vécu dans sa chair cette révolution. Ce n'était pas son dernier chapitre. Personne ne pourrait la lui voler. Personne ne pourrait la voler aux Égyptiens qui avaient inondé les rues du Caire
de Suez et d'Alexandrie. Personne ne pourrait leur enlever leurs slogans, les leur faire oublier. Personne ne pourrait leur enlever leurs rêves. Ce qu'ils avaient vécu leur appartiendrait à jamais. Leurs enfants en parleraient à leur tour dans quelques années. Cela ferait éclater des bourgeons, peut-être même des fleurs. Les stratégies seraient mieux construites. On serait plus organisé, plus ambitieux. Bassem ne verrait probablement pas tout ça, mais il pouvait l'imaginer. Son père avait raison. Ce qu'ils avaient fait, c'était déjà beaucoup. Bassem allume une cigarette, la dernière de la soirée. Il ferme les yeux. Là, dans le froid de la pièce, au milieu des odeurs de suaire et de tabac, une certitude s'est sculptée au fond de son cœur. Quel que soit le moment, aujourd'hui ou dans 10 ans, quand il reverra Alice, il le lui dira. Il cessera de fuir. Il lui dira ce qu'elle lui a fait, comme elle l'a ensorcelé, comme elle hante ses nuits. Il lui racontera l'Égypte, ce pays qui la fascine. Il lui racontera comment les idées les ont étourdis, toujours les idées, ces sales idées. Ils partageront leurs souvenirs comme deux vieillards qui pensent avoir tout vécu. Ils iront à l'oasis de Dahab, au Sinaï. Ils iront voir la vallée des rois. Ils iront boire des stellas à Houriya. Ils iront danser jusqu'au matin, et rien ni personne ne leur volera cette joie. Okay. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'est pas facile de réagir si vous n'avez pas lu le livre, mais c'est même juste des impressions. Ah, ça fait plaisir. Alors, je l'ai lu et je pensais que vous parleriez plus de l'Algérie. Oui. Je sais pas. Enfin, voilà. Dans là, ce que j'ai lu ou dans le. Non. Ah, en général. En général. Alors en fait, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est un livre qui parle de fuite, donc c'est un livre qui déroute dans la forme. Ouais. Je pensais que l'Algérie serait pratiquement la fin. Mmh. Vous voyez, puisqu'elle est partie au Moyen-Orient. Ouais, tout à fait. Et puis non, c'est pas la fin. Non, en fait, ça vraiment, je voulais mêler. C'est un roman polyphonique, donc c'est vrai que ça commence par Alice, ensuite elle rencontre Ilyes, qui est ce sans-papier d'origine algérienne, qui va la mettre sur le chemin de ses origines, elle qui a fait tous les pays de la région sans s'intéresser au pays qui est le sien. Et puis ensuite, elle va en Algérie, elle va à Oran, à Alger, elle retrouve la maison de son père, donc ce père dont j'ai parlé au début. Et en fait, moi, la question des origines, c'est une question que je trouve hyper intéressante, qui est au cœur de mes deux romans. Bon, moi, je suis marocaine, donc je n'ai rien à voir avec tous les pays qui sont là. Mais en fait, dans la vie d'Alice, c'était pas forcément... comment dire, ça méritait un passage où elle va enfin peut-être s'apaiser vis-à-vis de son histoire familiale, mais c'était pas non plus le cœur de ce roman. C'est un roman qui parle de fuite, donc de... Oui, on le sent tout le long. Voilà, donc vraiment d'errance et de voyage. Mais après, je comprends. C'est vrai qu'il y a deux types de lecteurs. Il y a des lecteurs qui ont adoré la partie égyptienne et qui auraient aimé y rester. Voilà, et il y a des gens qui ont aimé la partie algérienne, qui auraient aimé qu'elle soit plus longue. Mais tout le principe, c'est l'errance, donc il y a de tout. Et puis, ça me faisait penser au livre Mésopotamia. Ok, d'Olivier Guez, je crois, oui, c'est ça. Que j'ai pas lu, mais j'ai vu passer. Vous devriez, parce que au départ, quand j'ai commencé votre livre, j'ai pensé que c'était une sorte de parallèle. Non, bah... Après, pour vous répondre, sur l'Algérie, moi, c'est un pays que je trouve hyper intéressant, hyper comment dire, inspirant, parce que comme j'ai grandi au Maroc, je trouve que c'est notre voisin qui mange la même chose que nous, qui parle la même langue que nous, qui écoute la même musique que nous, mais qu'on ne connaît pas, parce que les frontières sont fermées. Et donc, c'était aussi une façon pour moi de rendre hommage à ce pays qui n'est pas le mien. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est un roman où il y a beaucoup de pays, parce que finalement, c'est tous des pays que je n'ai pas connus en profondeur, c'est des pays que j'ai traversés. Et donc, c'est pour ça que je voulais qu'il y en ait beaucoup, parce que c'est mon regard aussi qui reste un regard d'étranger sur ces pays. Mais vous avez une histoire avec l'Algérie, peut-être, non ? Non, J'ai l'impression que oui, quand même. C'est un non, pas... Mais je comprends pas pourquoi, c'est pour ça que ça m'intrigue tout. Ouais. Je connais le Moyen-Orient et je trouve que vous l'avez bien décrit. J'avais l'impression d'y être. Merci pour votre témoignage. C'est ce que j'ai ressenti. N'hésitez pas si vous avez...
comment vous avez travaillé? Parce que justement, il y a énormément de pays. Comment vous êtes, sur quoi vous avez reposé tout ce que vous avez écrit, et aussi sur les moments de révolution, de manifestation, ça sent le vécu. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi quelque chose que vous avez vécu, ou que vous êtes allé chercher des témoignages? Vous avez travaillé de quelle manière? Je suis très contente que vous disiez que ça sent le vécu, parce que c'est tout inventé. Non, mais après, bien sûr, j'ai fait des manifs. Et en fait, mais pas celle-là. Et c'est vrai que moi, j'avais 17 ans en 2011. Donc, j'étais trop jeune et j'étais partie du Maroc pour étudier en France, justement. Et en fait, ce roman, c'était une façon juste de revenir à ces années-là. Et de les vivre, finalement. C'est ma petite revanche. Et oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis beaucoup documentée. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à... Alors, c'est tous des pays où je suis allée, à part la Syrie. Hein. Je me sens aussi à l'aise de les retrouver, parce que je les ai déjà parcourus. Et ensuite, j'ai rencontré des journalistes de guerre, parce que moi, je ne suis pas du tout journaliste de guerre. Mais d'ailleurs, il y en a aujourd'hui à ce festival. Et c'est vrai que c'est des personnages qui me fascine. Et en même temps, je voulais que ce soit une jeune femme, qu'elle ait des origines algériennes, donc que ce soit un regard aussi un petit peu différent peut-être de gens qui découvrent des pays avec lesquels ils n'ont rien à voir. C'est un regard justement un peu peut-être juste différent en fait, qui je dirais pas renseignée, parce qu'en fait elle s'est formée aussi toute seule, mais il y a quand même, c'est une langue qui est familière pour elle, l'arabe, il était là, etc. Et donc c'est une reconquête en fait, vraiment d'une histoire qu'elle n'a pas reçue en héritage par la part de ses parents, et puis aussi dans un contexte de racisme. Enfin, il y a des questions quand même des élections début 2000 de Le Pen, etc. Donc de comment on arrive à retrouver de la place pour ces histoires quand elles ne sont pas transmises, et quand elles sont en plus quand des discours politiques s'en emparent en réalité. Et donc c'est beaucoup de travail. J'espère que le prochain roman m'en demandera moins, parce que c'est vrai qu'on peut très vite se perdre dans la documentation aussi. On lit 3 livres, on écrit 3 lignes, après on se dit non mais c'est pas possible, je vais pas lire 100 livres pour pouvoir écrire 10 lignes. Donc, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et puis en fait, le média culturel que j'ai dirigé de 2013 à 2020, dont je parlais tout à l'heure dans l'émission radio, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de raconter 2011, parce que c'est aussi une année qui m'a transformée moi, sans forcément que ça passe par justement uniquement les manifs et le fait d'être au devant de la scène, mais c'est juste que en fait, j'ai eu des amis tunisiens, j'ai eu des amis égyptiens avec qui on a parlé sur Twitter, avec qui on a échangé des textes. Et c'était aussi cette partie-là en fait, de la révolution que j'avais envie de raconter, des gens qui ne sont pas forcément toujours au devant de la scène, mais que ces moments-là forgent aussi.